nous vous proposons de recommencer les conférences, donc avec une dernière conférence pour cette fin de matinée sur la lutte hivernale, un incontournable dans la lutte contre varroa. Nous aurons à nouveau donc Marie Ventelon et Jeanne Néroux pour la Daora et Philippe Morter pour le GTV Aura qui nous présenteront donc cette conférence. Merci beaucoup. Je vous laisse prendre la main. Merci beaucoup. Alors, peut-être je me représente très rapidement au cas où il y ait des participants qui soient arrivés entre-temps. Marie Ventelon, technicienne apicole à la Daora. Pareil que pour la précédente présentation, on va faire cette présentation à plusieurs voix avec Jeanne et Philippe qui se présenteront. Parfait. Donc, nous allons discuter de la lutte hivernale qui est un incontournable dans la lutte contre varroa. De quoi est-ce qu'on va parler exactement? Dans un premier temps, on va voir un petit peu quels sont les objectifs et les enjeux réels du traitement contre varroa en hiver. On parlera aussi des différentes possibilités qu'on a en hiver pour intervenir dans la lutte contre varroa. Et puis, on verra un petit peu quels sont les points clés d'un bon suivi d'infestation en automne. Et puis, quel schéma décisionnel adopter pour traiter au mieux varroa en hiver. Donc, je vais passer la parole à Philippe qui va vous présenter la suite. Et tu me diras, je passerai les diapos pour toi, tu me diras quand tu voudras. Je crois qu'il n'y en a qu'une, donc c'est bon. Ça roule. Oui, bonjour. Philippe Norter, vétérinaire, référent de la section apicole du GTV Rhône-Alpes. Et voilà, donc on va parler donc, des objectifs de la lutte hivernale. Donc en fait, c'est des objectifs vraiment théoriques. Et donc la base théorique, c'est en fait la capacité qu'a varroa à se multiplier à partir du moment où il y a du couvain dans les colonies. Donc qui est résumé par ce schéma, qui est un schéma donc très très schématique, qui ne reflète pas forcément la réalité, mais qui donne une idée quand même du pourquoi, de qu'est-ce qu'on veut atteindre via notre lutte hivernale. En fait, on veut atteindre un objectif d'avoir moins de 50 varrois, en théorie, par colonie d'abeilles, à la reprise d'élevage du couvain au tout début du printemps, donc en janvier-février, ou tout du moins le moins possible sur un maximum de colonies du rucher. Alors, la lutte estivale, c'était de faire en sorte de baisser la pression varroa dans les colonies afin qu'elles fabriquent si j'ose dire, des abeilles d'hiver de qualité capables de vivre longtemps jusqu'au mois d'avril suivant, donc de passer l'hiver. Donc la lutte estivale, en résumant, le but, c'est de permettre aux colonies de passer l'hiver. Et la lutte hivernale, ça va être, si j'ose dire, de permettre aux colonies de passer le printemps. De passer même, grosso modo, le printemps et le début de l'été, qui sont les périodes fastes de l'apiculture et la période de production de miel, sans avoir, sauf accident, à intervenir sur un maximum de colonies d'un point de vue gestion varroa. Le but, voilà, il est lié à cette croissance exponentielle du varroa. Si en début d'élevage de couvain, vous avez 50 varrois, c'est la courbe noire, bon, vous voyez naturelle, sans tenir compte des éventuelles réinfestations des colonies par des colonies du voisinage et ainsi de suite, on a une population de varrois qui va commencer à devenir problématique dans l'été. On va être dans la situation, ce qu'on va estimer idéale. Par contre, dès qu'on a une population de varrois au départ qui est de plus de 50, donc 100 varrois, 500 varrois au début de l'élevage de couvain, là, vous voyez tout de suite que par la croissance naturelle de la population de varrois dans la colonie, la quantité de varrois monte très très vite dans la colonie et ne permet la plupart du temps pas à la colonie de passer le printemps dans de bonnes conditions et d'assurer une production de miel satisfaisante pour l'apiculteur. Donc voilà pour les objectifs de cette lutte hivernale. Et ensuite, il y a une autre diapo, si tu veux bien passer. Donc je te remercie. Et ensuite, derrière ces objectifs vraiment purement théoriques, il y a quand même d'autres enjeux qui sont apparus, enfin, qui ont toujours été là, mais qui deviennent plus prégnants à l'heure actuelle, du fait notamment du changement climatique. On a de plus en plus fréquemment des automnes très longs et doux, et même des hivers doux, donc qui font que dans certains coins, on a une présence de couvain automnal très tardive, donc avec varroa qui parvient à se remultiplier, notamment pendant l'automne.
une fois que les traitements estivaux sont terminés, par exemple pour les gens qui sont en cage ou les gens qui font du retrait de couvain et qui appliquent ensuite une préparation à base d'acide oxalique. On a en plus des saisons de plus en plus précoces, donc qui démarrent avec une reprise du couvain et de la ponte dans les colonies de plus en plus précoces. Ce qui fait que le varroa peut commencer à se développer de plus en plus tôt, d'où l'importance d'en avoir encore le moins possible au début de ce départ de saison précoce, parce que sinon on se retrouve très rapidement en mai-juin avec des charges varroa dans les colonies qui peuvent être problématiques. Et ensuite, il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu d'assurer une certaine alternance moléculaire entre les médications qu'on va appliquer aux colonies d'abeilles et aux populations de varroa, dans le but en fait, de prévenir ou de contrecarrer l'apparition de possibles résistances des varrois aux médicaments, aux molécules acaricides qu'on va utiliser. Donc, cette lutte hivernale va permettre, en théorie, une certaine alternance intra-annuelle entre la lutte estivale principale et la lutte hivernale. Si possible, avec une matière active différente, ça serait mieux. Et enfin, ça va souvent venir, cette lutte hivernale, en complément de la lutte estivale et automnale, qui est souvent, voire toujours, des fois aussi, insuffisante pour permettre aux colonies non seulement de passer l'hiver, mais en plus d'assurer une production satisfaisante l'année suivante. Elle va venir aussi, il y a l'enjeu de gérer les réinfestations qui sont de plus en plus fréquentes, liées à l'augmentation de la densité des ruchers, notamment dans certaines zones, comme l'avait souligné Pascal à la première intervention. Et puis aussi, plus on a un temps doux en automne qui se prolonge et tout, plus les risques de réinfestation augmentent aussi. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment ça. Marie va prendre la suite. C'est vraiment trouver, et si on ne la trouve pas, la provoquer, l'absence de couvain sur toutes les colonies du rucher qu'on veut traiter au même moment. Je te laisse la suite. Okay. Merci Philippe. C'était une introduction vraiment tip-top. On n'a même pas répété. Je rigole. Bon, allez, je arrête de faire des blagues. Donc, Philippe l'a dit, un point incontournable de bien traiter varroa en hiver, c'est d'avoir une rupture de ponte et donc une fenêtre hors couvain pour pouvoir traiter efficacement avec les préparations à base d'acide oxalique. Ça, c'est vraiment super important. Cette rupture de ponte, elle peut être naturelle, mais elle peut être aussi artificielle, entre guillemets, hein, puisque provoquée par une intervention de l'apiculteur. Donc, on a différentes possibilités à ce niveau-là. On va commencer par parler de la rupture de ponte naturelle et puis ce qu'on en sait. Je vais laisser la parole à Jeanne, ma collègue, qui va pouvoir vous expliquer tout ça. Donc, rebonjour pour ceux qui étaient là avant. Jeanne, technicienne également à la Daora. Donc, je vais vous parler de la surveillance des ruptures de ponte naturelles en hiver au travers de différents aspects qu'on a regroupés dans un observatoire qui a commencé l'hiver dernier qui s'appelle DEFIPAC pour définition des facteurs influençant les périodes d'absence de couvain. Donc, la période d'absence de couvain, ça signifie qu'il n'y a aucun stade de couvain dans la colonie, ce qui arrive après une rupture de ponte qui dure plus de 21 jours, car il n'y a pas eu d'œuf qui a été élevé. Donc, dans un premier temps, on a essayé de définir quels pouvaient être les facteurs influençants et quelles sont les connaissances que nous avons empiriques sur les facteurs qui influent sur la ponte et la rupture de ponte de la reine. Donc là, sur le schéma, vous pouvez voir différents facteurs tels que la température extérieure. Lorsqu'il fait trop froid, la reine arrêterait de pondre. Lorsqu'il y a de l'humidité dans une vallée ou alors beaucoup de pluie aussi, elle s'arrêterait. Si la taille de la colonie, si elle est trop petite, elle essaierait de se regonfler et donc elle continuerait la ponte plus longtemps que les autres. Les réserves de pollen, donc on a entendu parler que les ruches à gelée qui auraient des plus grosses réserves de pollen feraient un élevage plus longtemps. Également les réserves de miel en cas de disette si jamais. Le niveau de santé de la colonie ainsi que la génétique avec des abeilles qui pondraient plus ou moins longtemps. Donc, en fait, cet observatoire que nous avons lancé là cet hiver a pour but, in fine, de trouver quels sont les facteurs qui influencent tout ça. Voilà. Donc, en fait, nous avons fait une surveillance comme font certains apiculteurs pendant l'hiver, c'est-à-dire que nous avons ouvert des colonies en hiver, de octobre à février, il me semble. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ouvrir ces colonies en hiver, c'est possible.
pendant longtemps, on mettait les ruches en hivernage à partir de août, septembre, et puis ensuite, on arrêtait de les ouvrir en disant, elles font dodo, c'est l'hiver, je m'en occupe plus. Sauf que concrètement, si on veut faire un traitement efficace en hiver, il faut avoir cette période d'absence de couvain et donc essayer de scruter et surveiller sa présence ou son absence. Et pour ouvrir ces colonies en hiver, certaines conditions doivent être remplies. Donc une température qui doit être assez clémente, supérieure à 10 degrés au moins. Pas ou peu de vent, ainsi que pas de pluie, parce que s'il pleut dans les colonies, elles vont avoir beaucoup de mal à remonter la température. Avoir une grappe suffisamment grande par rapport à ce qu'on va leur faire subir. Si on ouvre la colonie et qu'on voit une toute petite grappe qui est seulement sur 2 ou 3 cadres, si on commence à l'ouvrir, elle n'arrivera jamais à se remonter. Donc, il faut faire ça sur des colonies qui sont assez fortes pour subir ça. Ne pas faire tomber d'abeilles des cadres. Donc là, c'est un autre challenge. C'est faire de la place pour bien monter son cadre, le monter doucement, aller au rythme des abeilles, histoire qu'elles se tiennent bien au cadre. Parce que si elles tombent de la grappe, enfin, les abeilles qui tombent de la grappe, si la température est assez clémente, peuvent potentiellement remonter, mais sinon, c'est fini. Et enfin, là, j'ai mis ouvrir la colonie moins d'1 minute maximum, ouvrir le plus rapidement possible. Donc, je sais que ça se contredit un petit peu avec ce que j'ai dit en disant qu'il faut aller lentement et faire attention, mais il ne faut pas non plus passer 5 minutes avec la colonie. Il faut considérer ça un peu comme une opération à cœur ouvert dans la neige. On ne va pas l'ouvrir longtemps, mais il faut. Voilà. Donc, nous, pour l'observatoire, on regardait au maximum 4 cadres par ruche, sur des dalles en 10 cadres, mais on n'a pas le temps de tout voir. Donc, en effet, peut-être qu'on est passé à côté sur certaines, mais à chaque fois, en fait, on essayait de prendre les cadres qui étaient au milieu de l'activité des abeilles. C'est-à-dire, on voyait bien si elles étaient toutes regroupées sur une petite zone, on allait prendre le cadre du milieu, on soulevait. Si on voyait les 3 stades, on se disait, OK, bon, voilà, il y a tous les stades, ça ne sert à rien, on ne va pas traiter à ce moment-là. Hop, on refermait, il n'y avait pas besoin d'en voir plus. Sauf que si on ne voyait pas au bout de 4 cadres, on ne voyait aucun stade de couvain, on n'allait pas chercher plus loin pour ne pas lui en faire endurer plus. Donc, on se disait, celle-ci ne doit pas en avoir. Voilà. Donc, c'est possible de les déranger pendant l'hiver, mais il faut faire attention, il ne faut pas abuser non plus. Très bien. Et moi, j'ai une petite question, du coup. Peut-être que je n'ai pas été bien attentive, mais quand on veut sonder comme ça un rucher pour savoir si la rupture de ponte est présente ou pas, combien de ruches à peu près on sonde sur le rucher? Comment est-ce qu'on procède pour savoir où regarder? Alors, c'est une très bonne question. En effet, on a mis un réseau histoire d'avoir les informations à l'échelle de la région. On a demandé à des apiculteurs qui surveillaient de nous donner les infos et de ce qu'ils avaient vu. Certains ont regardé toutes les colonies, d'autres en regardaient que 4 sur des ruchers de 30, d'autres en regardaient 10 sur des ruchers de 50, et d'autres... Cet échantillonnage est très disparate et en soi, j'ai envie de dire vis-à-vis des premières conclusions qu'on peut tirer rapidement de cet observatoire, c'est qu'en fonction de la taille de la colonie, de son circuit de transhumance et de l'âge des reines, on va avoir des observations différentes. Enfin, les colonies ne vont pas se comporter de la même façon. Donc, si on sait, par exemple, qu'on a un rucher très homogène, elles ont été sur les mêmes niellés, toutes les reines ont 1 an, on va essayer on peut se permettre de regarder un petit peu moins en se disant, bon, elles sont toutes sœurs, ça devrait passer. Sauf que si on a quelque chose de très diversifié, il faut essayer de faire un petit échantillonnage de justement ces diversités et voir aussi, alors sur les ruchers également, on peut avoir des observations différentes, ne serait-ce qu'au sein d'un même rucher, en fonction de si certaines colonies sont sous un arbre, donc elles n'auront pas le soleil levant par exemple, et d'autres qui seront en plein soleil tout le temps. Donc là aussi, en effet, si on regarde que 2-3 qui sont tout au même endroit, il faut prendre un petit peu partout dans son rucher et regarder. Mais en soi, en termes de taille d'échantillonnage, là, ce serait plus de la statistique et ça se fait vraiment plus à l'envie de l'apiculteur, le temps qu'il veut en passer. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Ah ben, il y a encore un... J'ai encore une petite diapo. Donc là, comme je vous l'ai dit, en fait, on a essayé de mettre en réseau les observations qui ont été faites par des apiculteurs adhérents à l'ADA. Donc, pour leur demander, est-ce que vous êtes allé voir vos ruches? Qu'est-ce que vous avez vu dedans? Sur combien? Et où est-ce que c'était? Pour ensuite envoyer une petite info sur, voilà, si vous habitez dans le coin, il y a des apiculteurs autour de vous qui ont vu ça, ça et ça. Mais en soi, ces observations-là se partagent souvent entre apiculteurs voisins. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait de façon très, très locale et c'est important aussi de garder ce côté local parce que la localisation change beaucoup de choses. Par exemple, là, si on compare,
sur le tableau qu'on peut voir. Le département de l'Ardèche, 90% des colonies n'avaient plus de couvain du tout. Il n'y en avait qu'une seule qui avait tous les stades. Donc ça, c'est aussi une remarque qu'on a pu faire sur la plupart des ruchers qui ont été observés, c'est qu'il y a des fois une ou deux colonies qui sont en électron libre et qui ont tous les stades, alors que toutes les autres sont en hiver, sont bien en hivernage et qu'il n'y a plus de stades de couvain. Donc il y aura toujours un petit peu les hurluberlus. Et au sein d'un même département, par exemple, on peut voir Vallée du Rhône, dans la Drôme, toutes les colonies étaient en absence de couvain. Dans la Drôme, toujours proche de Valence, plus du tout de couvain dans les colonies. Donc, on est vraiment sur des choses, c'est très, très, très localisé. Également, donc, comme je disais, les observations en fonction de la taille de la colonie. Alors là, c'est vraiment les toutes premières hypothèses un peu à vue de nez qu'on a fait. Les toutes petites colonies ou celle qui a été très varrosée, qui a eu des gros problèmes de santé, essayer de garder du couvain plus longtemps pour essayer un petit peu d'augmenter sa population et se préparer à un hiver. L'âge de la reine semblerait aussi, les reines faites tardivement en saison, semblerait aussi vouloir regonfler un petit peu la colonie et entretenir du couvain plus longtemps. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à dire pour cet observatoire des FIPAC. Et donc, si vous voulez plus d'informations, il y a des infos sur le site internet de la DAORA. Donc, je vais laisser Marie prendre la main sur comment provoquer une rupture de ponte artificielle en hiver. Exactement. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, tu l'as dit, la rupture de ponte, parfois, pour différentes raisons, elle peut ne pas être au rendez-vous. À ce moment-là, pour être sûr de s'assurer des traitements efficaces contre varroa et de pouvoir commencer la saison avec des ruches qui ont moins de 50 varroa, on peut provoquer cette rupture de ponte. Il y a différents moyens qui permettent ça. À la DAORA, depuis 3 ans, on fait des expérimentations en hiver pour tester des méthodes qui permettent de créer la rupture de ponte et notamment l'encagement hivernal. À ce sujet-là, donc par rapport aux travaux qu'on a fait, on a fait une vidéo qui résume un petit peu les résultats qu'on a et puis la mise en œuvre opérationnelle de cette méthode-là. Si ça vous intéresse d'aller piocher pas mal d'informations là-dessus, je vous invite après à aller voir notre site sur YouTube, notre compte, pour aller voir cette vidéo qui est assez complète. L'encagement hivernal, il est possible et réalisable de différentes façons. Déjà, on a différents modèles de cages qu'on peut utiliser. Il y a la cage MENA, qu'on a testée pendant 2 ans, qui est présente là sur la photo de gauche. Cette cage-là, elle a l'avantage de permettre les mouvements de la reine dans cette cage et donc de pouvoir éventuellement suivre les mouvements de la grappe, parce que c'est vrai que quand on encage, on peut avoir peur que la reine soit délaissée et qu'elle meure en fait. Donc cette cage-là, elle est assez pratique pour cette raison-là. Elle permet à la reine de suivre les mouvements de la grappe. Elle est positionnée donc au centre de la colonie de cette façon-là, et on voit bien sur la photo, il y a un petit bouton rouge, là, une petite barrette verte sur le dessus de la cage qui permet d'introduire facilement la reine à l'intérieur et puis surtout de pouvoir décager sans forcément lever la cage. Si on a besoin de faire ça, si on a besoin de décager rapidement, on peut simplement faire sauter cette petite barrette là verte et puis la reine, elle sortira d'elle-même au cours de l'hiver. Un deuxième modèle de cage qu'on a testé, c'est la cage Scalvini, qui est généralement connue pour réaliser des encagements d'été. Et on voulait voir si ça marchait en hiver. Donc, on a testé ça également et ça marchait plutôt bien. On vous en parlera après. Et on connaît également des apiculteurs, nous on n'a pas encore expérimenté, qui utilisent des cagettes chinoises qui sont de taille beaucoup plus réduite. Ça fait un peu un modèle type boîte un peu de tic-tac, quoi. Et qui permettent un encagement de la reine. Et ce qui est pratique avec ces cages-là, c'est que vraiment le prix est réduit, quoi. Puis en termes de gestion de matériel, on peut tout mettre dans un même carton. Enfin, c'est plus pratique à transporter. Voilà. Il y a ces 3 types de cages qui existent pour l'encagement hivernal. On peut même aussi en fabriquer soi-même. Chacune a ses petits avantages et ses inconvénients. Hop, diapo suivante. Alors, encager en hiver, pourquoi ?
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que déjà, premièrement, c'est un moyen qui nous permet de maximiser l'efficacité des traitements hivernaux, puisqu'on crée une rupture de ponte et donc on s'assure de traiter hors couvain. En cela, c'est une méthode aussi qui va permettre de s'affranchir des conditions climatiques qui ne favorisent pas forcément un arrêt de ponte naturel en hiver et qui vont permettre quand même de pouvoir réaliser ces traitements convenablement. Et également une méthode qui permet de bien s'organiser, de planifier son arrière-saison et de pouvoir mieux s'organiser. On sait exactement quand est-ce qu'on a engagé et donc à quel moment on va pouvoir traiter derrière, faire le décachement, puis traiter. Un dernier point, c'est que l'engagement en saison off, on va dire, après la saison estivale, la saison de production, cet engagement, il va pouvoir permettre de proposer aussi une solution de rattrapage en cas d'échec de traitement en été. Ça, c'est vraiment important. Des fois, en fin d'été, on s'aperçoit qu'on a des infestations varroa trop importantes qui ne permettent pas forcément d'attendre un traitement en hiver. Et à ce moment-là, si on a quand même une belle population, on peut réaliser un engagement à l'automne et puis traiter de façon assez précoce ces ruches pour pouvoir attendre après la rupture de ponte en hiver. Mais j'aurais une question. Oui. Parce que moi, j'ai ouvert les colonies, il faisait des températures, je ne me serais pas amusée à aller chercher la reine. Oui. Ton engagement en hiver, tu le fais quand? Alors, bonne question. On va le voir là dans la mise en œuvre sur le terrain, où on rapporte un peu tous les petits trucs et astuces de comment réaliser son engagement hivernal sur ces colonies, à partir de nous, l'expérience qu'on a par nos travaux d'expérimentation, mais aussi par des retours des partages d'expérience d'apiculteurs qu'on connaît. Donc, quand engager, c'était la question que tu posais, Jeanne. Ça dépend vraiment, c'est vraiment variable. Nous, à la Daora, lors de nos travaux d'expérimentation, on a engagé vers la mi-octobre à peu près. Première année où on a testé l'engagement, on l'a fait, première et deuxième année, on a testé ça donc autour du 15 octobre. Et la dernière année, donc cette année, cet hiver, on a engagé fin octobre. Mais en fait, ça dépend vraiment du contexte. Je dirais que le tout, c'est de trouver un bon compromis entre pouvoir engager avec des températures extérieures qui le permettent, parce qu'il faut quand même pouvoir ouvrir les colonies, chercher les reines, et puis il ne faut pas que les abeilles elles soient grappées à ce moment-là, parce que c'est juste impossible à manipuler. Donc il faut pouvoir travailler quand il fait encore beau, que les abeilles sortent, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et en même temps, il faut garder à l'esprit qu'on réalise des engagements en automne ou en hiver à un moment où on a suffisamment d'abeilles d'hiver déjà, où on sait qu'il y a eu suffisamment de cycles de développement de couvains en amont, où on a donc une belle population d'abeilles d'hiver, et donc on ne va pas compromettre le futur de la colonie en engageant trop tôt. Donc ça dépend aussi de là où on se trouve, quand est-ce qu'on a fini sa production, et donc quand est-ce qu'on a fini ses traitements varroa de fin de saison. Ça dépend aussi de son planning derrière saison, parce que quand on fait un engagement, on prévoit de traiter du coup à une date précise, et du coup, il faut pouvoir faire en sorte que ça coïncide avec, par exemple, les congés que l'apiculteur a décidé de prendre ou d'autres facteurs. Donc voilà, le tout, c'est de trouver un bon compromis entre tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut vraiment engager entre octobre et janvier. Il y a des apiculteurs dans le sud, en région PACA, dans les Bouches-du-Rhône, qui sont même allés jusqu'à engager des reines début janvier et qui ont libéré 21 jours plus tard. Et pourtant, la production qui est précoce quand même dans ces zones-là n'a pas du tout été compromise. Donc, c'est possible d'engager dans une fourchette de temps assez large. Le tout, c'est de trouver vraiment le moment qui correspond bien à son contexte, quoi. D'accord. Et donc, il faudrait que j'engage toutes les colonies? Oui, alors ça c'est important. De façon générale, quand on réalise des traitements varroa sur un rucher, il faut traiter tout le rucher à la même date, quoi, de façon identique, parce que sinon après il peut y avoir des transferts de la dérive, et puis les varrois d'une ruche peuvent réinfester une autre, et donc ça c'est pas ce qu'on recherche. Quand on réalise l'engagement en hiver, vu qu'on va vouloir derrière traiter à la même date, eh ben c'est pas bien compliqué, il faut engager toutes les reines du rucher. Voilà. Peut-être je vais passer à
à la question suivante, du coup, est-ce que, c'est une question qui revient régulièrement chez nos adhérents, est-ce qu'on peut encager toutes les colonies? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas, non, on ne peut pas encager tout type de colonie parce que ça peut présenter des risques. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on a des populations qui arrivent à l'hivernage trop petites, enfin, qui sont vraiment sur des grappes réduites et qui en plus peuvent présenter des infestations varroa importantes, là, l'encagement, il n'est vraiment pas recommandé parce que du coup, en encageant la reine, ben, toute la population de varroa va se retrouver en phase phorétique sur une petite population d'abeilles et ça a un effet trop délétère pour la colonie. Et dans nos expérimentations, on a constaté qu'on avait perdu des colonies parce qu'elles étaient trop petites et qu'elles avaient subi un engagement alors que ça n'aurait pas dû avoir lieu, quoi. Donc ça, vraiment le garder à l'esprit, une colonie trop petite, on ne l'engage pas. Ça peut être aussi, ça peut s'appliquer aussi à la gestion des essaims qu'on a fait par exemple en fin de saison et qui ne sont pas assez bien développés, qui ne sont pas au moins sur 6 cadres, sur 6 beaux cadres, ben, on n'engage pas. Voilà, ça, on le garde à l'esprit. Dans ces cas-là, quand on ne peut pas engager des colonies, enfin, des reines d'un rucher et que derrière la ponte n'est pas forcément au rendez-vous, on peut plutôt favoriser des méthodes comme par exemple le griffage de couvain qui va permettre d'éliminer, ou de la suppression de couvain qui va permettre de se retrouver hors couvain en hiver et de pouvoir traiter convenablement. Voilà. Ensuite, un autre point, enfin une autre question qui revient régulièrement, c'est comment est-ce qu'on prépare ces colonies à un encagement hivernal? Alors, la préparation, c'est une préparation classique à un hivernage. Il faut que les ruches elles soient peut-être un petit peu resserrées selon les cas, qu'elles soient nourries si elles en ont besoin. Voilà, donc ça c'est assez classique. Souvent, la question qu'on se pose quand on encage, c'est est-ce que la grappe, est-ce que la population d'ouvrières va bien rester autour de ma reine? Est-ce que la reine ne va pas se retrouver toute seule, délaissée dans sa cage? Ce qui pourrait être très problématique. Donc là, quelques petites astuces pour garder la grappe autour de la reine, c'est par exemple de poser un candy au-dessus de la cage, ce qui va permettre de garder la grappe dessous, ou alors de resserrer tout simplement ces colonies. Une autre petite astuce, quand on veut bien faire accepter la cage aux colonies, c'est de mettre les cages à familiariser dans les ruches en amont de l'encagement. Ça, c'est une option, mais nous, on ne l'a pas toujours pratiqué et on n'a pas observé de différence avec cage à familiariser ou pas de familiarisation des cages. Voilà, c'est une option. Un autre point de vigilance, c'est faire attention au positionnement de la cage dans la ruche. Ça va dépendre un petit peu du modèle de cage. Quand on utilise la cage MENA, là, qu'on voit la cage en demi-lune, quand on utilise la cage en demi-lune comme ça, on ne se préoccupe pas de la hauteur puisque ça prend la position d'un cadre dans la ruche. On le met simplement au milieu de là où se trouve la grappe, en fait. Quand on utilise des cagettes chinoises ou des cages Scalvini, là, ça va être globalement pareil, même principe. On met toujours au centre du couvain qui reste, entre guillemets, au centre de la grappe, et plutôt en position haute sur les cadres, comme on le voit sur le schéma, là, avec le petit carré rouge. Ah oui, ça, du coup, j'en ai déjà parlé. Est-ce qu'il existe un moyen de fixer la grappe au-dessus de la reine? Je l'ai dit, donc en posant un candy au-dessus de la cage ou tout simplement en resserrant la colonie grâce à un partitionnement. Quelle est la durée d'un encagement? Au moins 21 jours, tout comme de la même façon qu'on gère un encagement estival, parce que c'est la période de couvain, quoi, qui couvre le cycle de couvain. Donc au minimum 3 semaines. Nous, dans nos expés, on a testé des durées plus importantes. On est même allé jusqu'à encager des reines 70 jours sans observer d'effets délétères pour la colonie. Un point de vigilance, par contre, au niveau de la durée de l'encagement, il faut faire attention à ce qu'aucune reine ne soit encore en cage au-delà du 20 janvier, parce que du coup, la production derrière, par exemple, de la production de la mêlée de printemps, si elle est précoce, elle va peut-être être compromise, puisque ça risque l'encagement, il peut créer un retard au redémarrage printanier. Quel bilan, nous, on tire de l'encagement hivernal? Premièrement, on a vu que l'encagement, il a permis de maximiser l'efficacité des traitements en hiver, puisqu'on se retrouve hors couvain. Ça, c'est important. On a bien en tête, c'était vraiment des points qui nous posaient question au début,
que ni le type de cage utilisé, ni la durée d'encagement n'ont eu d'effet négatif sur la mortalité des rennes et sur la dynamique des colonies. Et tout comme la consommation des réserves, ça n'a pas eu d'impact là-dessus. Donc ça, c'était très positif. Un autre point, c'est que vraiment, l'encagement, il permet de planifier son arrière-saison. Et ça, c'est assez confortable parce qu'on ne se retrouve pas à la période de Noël à devoir être là à guetter un encagement, enfin, une rupture de ponte qui n'est pas forcément au rendez-vous à ce moment-là, en plus. Et dernière chose, comme je l'ai dit, ça permet d'offrir la possibilité d'effectuer des traitements de rattrapage à l'automne grâce à l'encagement. Pardon, Jeanne, excuse-moi. Vas-y. Non, c'était pour l'introduction. Ouais. Juste un petit point, c'est que parfois, on n'a pas forcément envie de gérer un encagement en hiver, mais on a une autre possibilité d'intervention aussi, c'est de faire du griffage de couvain. Jeanne, tu l'as dit tout à l'heure, parfois, on a des colonies qui sont très infestées à l'arrivée en hiver et qui ne vont pas forcément s'arrêter de pondre. Pour autant, on ne peut pas forcément gérer, on ne peut pas forcément faire un encagement sur ces colonies-là. Et à ce moment-là, on a la possibilité du griffage de couvain. Alors, c'est vrai que ce n'est pas agréable à faire, mais par contre, on l'a expérimenté cette année, ça a été vraiment très efficace. Ça permet d'intervenir rapidement, de pouvoir très rapidement faire son traitement derrière, parce que là, on n'a pas obligé d'attendre 21 jours, il faut juste attendre 24 à 48 heures que derrière les abeilles aient nettoyé le couvain qui a été griffé, et là, on se retrouve hors couvain, et on peut faire ces traitements à l'acide oxalique sans souci, quoi. Ça, c'est vrai que le griffage de couvain, c'est une option à garder à l'esprit, parce qu'elle peut vraiment permettre de rattraper des situations délicates, on l'a déjà vu, quoi. Donc, c'est une option qu'on peut garder à l'esprit. Je n'ai peut-être pas le temps de le développer davantage, mais si ça vous dit pendant les questions, on peut aussi en discuter. Voilà pour ce point-là. Je vais peut-être laisser Philippe conclure sur le sujet des traitements en hiver, de la lutte hivernale, pour les petits éléments qu'il faut garder à l'esprit. Oui, je sais pas, vous m'entendez là? J'ai réactivé le micro. Oui. Allô? Oui, donc je vais conclure. Donc, une lutte hivernale réussie. Donc, c'est une mise en œuvre tôt. Donc, c'est-à-dire que la lutte hivernale, on commence à s'en soucier en octobre. Donc, elle doit être, et elle est réussie si elle est associée, donc, comme bien souligné Marie, un suivi d'infestation qui va être l'élément décisionnel de qu'est-ce qu'on va faire, et ainsi de suite. Ah, on a perdu le... Voilà. Associer aussi un suivi des colonies pour détecter cette rupture de pont qui peut être naturelle, ou l'optimiser, enfin la provoquer donc, via l'encagement hivernal, le retrait de couvain ou le griffage de couvain. Cette lutte hivernale, elle peut souvent être associée à 2 applications de préparation médicamenteuse à base d'acide oxalique, donc avec notamment une prescription vétérinaire, donc une ordonnance pour pouvoir appliquer nécessaire pour pouvoir appliquer la deuxième application d'un médicament à base d'acide oxalique, comme je l'expliquais lors de la première présentation. Et enfin, je pose la question parce qu'on n'y pense pas souvent, mais quand en octobre, on détecte des colonies qui sont faibles et très fortement infestées, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les euthanasier avant leur effondrement et qu'elles réinfestent les autres colonies du rucher? Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, quand les colonies sont condamnées par varroa, on euthanasie bien des colonies atteintes de loque américaine, des colonies trop faibles, plutôt que de les laisser traîner dans le rucher et attendre qu'elles s'effondrent. Et le temps qu'elles vont s'effondrer, elles vont se faire piller par les voisines et recharger tout le rucher en varroa, ce qui peut remettre à niveau à néant tous les efforts qui ont été faits lors du traitement estival et du suivi automnal pour gérer varroa dans les colonies. Voilà.